Cet animé cache une sale vérité. Imagine, on te marie à un inconnu avant même tes 10 ans. Imagine être tellement pauvre que ta propre famille doit te vendre pour que tu survives. En fait, beaucoup de choses dans cette série sont basées sur des faits que des gens ont vraiment vécu. L'animé ne se retient pas pour montrer toutes ces souffrances. Du coup, certaines scènes sont franchement dures à regarder. Mais malgré tout ça, cet animé est vraiment adorable. Et c'est grâce à ce personnage. J'ai l'impression que plein de séries ratent ce genre de perso, là où le truc qui rend le perso bizarre ou ce qui doit le faire sortir du lot, ça finit par être chiant ou pas naturel. C'est jamais vraiment original. C'est toujours un truc cliché. Elle, c'est pas pareil. Son délire, c'est expérimenter avec des drogues et des poisons, tu vois. Mais elle teste tout sur elle. J'arrive pas à te dire à quel point elle est obsédée par l'idée de se buter elle-même. Elle goûte les poisons pour une concubine de l'empereur dans le palais. C'est un poste hyper sérieux, tu vois. Parce que les gens essayaient de tuer n'importe qui pour n'importe quoi. Elle reste seule dans sa chambre à rigoler toute seule, en pensant à toutes les expériences qu'elle pourrait faire, mais elle est pas du tout discrète. Normalement, tu veux pas que quelqu'un t'entende parler tout seul, mais elle est tellement absorbée par ces trucs qu'elle remarque même pas comment elle a l'air aux autres. Elle a jamais ce moment où elle s'arrête, se regarde et se dit I'm normal. mais en même temps, elle évite toujours de se mêler au drama du palais parce qu'elle préfère rester discrète et pas attirer l'attention sur elle. Sauf qu'au fond, elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle est vraiment trop curieuse. Elle devient tellement obsédée et excitée qu'elle arrive plus à se contrôler et c'est hilarant. Par exemple, une fois, il trouve le corps d'une femme noyée juste devant le palais. Il fallait faire une autopsie, alors il lui demande. Elle refuse parce que son père lui a interdit de toucher au cadavre. Tu vois où je veux en venir? Quand il lui demande pourquoi, elle répond. でも薬の材料になるからです。 Ce qui me fait marrer, c'est que les deux gars présents réagissent même pas à son truc complètement taré. Ils la regardent juste en mode « ouais, t'as carrément ce délire ». Mais le moment important arrive juste après. Lui et elle creusent l'affaire et comprennent que la femme a sûrement été assassinée. Elle se suiciderait jamais volontairement. Mais si elle faisait une erreur ou énervait la mauvaise personne, ça, elle pourrait pas le contrôler. Et si ça arrivait, son seul regret, ce serait de plus pouvoir faire ses expériences. Elle sait que si elle se retrouvait dans cette situation, ce serait lui qui donnerait l'ordre. Et sur un coup de tête, elle lui demande « Si tu dois m'exécuter un jour, tu peux faire ça au poison ?» Direct, il répond qu'il ferait jamais ça. Il pourrait jamais lui faire ça parce qu'évidemment, il a des sentiments pour elle. Et sa réaction, c'est juste ses sentiments qui parlent à sa place. Mais la question, c'est pas s'il va le faire, c'est est-ce qu'il peut le faire? Et il prend ce qu'elle dit comme si elle parlait juste pour elle. Mais elle parle pas que pour elle. Elle peut se mettre à la place de la femme noyée parce qu'à n'importe quel moment, ça aurait pu être elle. Avant ce moment, lui, il voyait ce genre de problème qu'à travers elle, en tant qu'individu. C'est pour ça qu'il est paumé quand elle parle de trucs trop perso, comme quand elle lui explique pourquoi elle se rend volontairement moche. Ces situations, c'est des exemples de problèmes bien plus larges, des problèmes qu'elle et les femmes comme elle vivent tous les jours. Ces situations le perdent autant parce qu'elles sont tellement loin de la vie d'un mec comme lui qu'il pense même pas à les considérer. Ce qui nous amène à la partie 2. Dans les premiers épisodes, il y a un mystère autour d'une concubine de l'empereur qu'on doit envoyer à un officier militaire. Elle agissait bizarrement depuis qu'elle était tombée pendant sa danse devant l'empereur. Il demande à l'apothicaire d'enquêter parce que les gens la voyaient faire des trucs flippants à 2 heures du mat, mais la fois d'après, la concubine allait parfaitement bien, comme si elle avait été possédée par le diable la veille. Mais en creusant le passé de la concubine, l'apothicaire réalise qu'elle voulait être envoyée loin. Sa propre famille l'avait offerte à l'empereur, et au palais, elle passait son temps à esquiver ses avances, juste pour se garder pour l'homme qu'elle aimait vraiment. Et comme par hasard, c'est le même mec à qui on l'envoyait. C'est ça qui expliquait ses agissements bizarres d'avant. Comme toutes les autres femmes du palais royal, elle avait dû couper officiellement avec sa famille et elle pouvait plus rentrer chez elle. Elle était forcée dans une vie qu'elle avait pas choisie. Ils le disent pas directement, mais je pense que c'est arrivé à toutes les autres concubines aussi. Au final, elle a au moins pu choisir l'amour, mais pour plein d'autres concubines, c'était pas pareil. Pour ces femmes, l'amour c'était secondaire, un luxe qu'elles pouvaient pas se payer. C'était pareil pour les femmes du quartier des plaisirs. Elles non plus, elles avaient pas choisi. La plupart avaient été vendues par leurs propres parents, d'autres étaient trafiquées, et le reste se vendait juste pour avoir un toit et de quoi manger. Et la triste réalité, c'est que c'était sûrement la meilleure option. Dès que tu entrais dans cette vie, t'avais une dette envers ceux qui t'avaient prise, et tu passais ta vie à la rembourser. Ton seul espoir, c'était qu'un homme paye cette dette et te rachète, mais même ça posait problème, parce que beaucoup de ces hommes rachetaient ces femmes juste parce qu'ils voulaient légalement les posséder. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré tout ça, beaucoup de femmes dans la série espèrent quand même l'amour. La madame du bordel, sa grande sœur, les autres dames du palais, toutes sauf elle.
Tu te souviens quand j'ai dit que les femmes de cette série n'avaient pas le choix dans leur vie? Bah elle, c'est un peu différent. Elle a été forcée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, comme plein d'autres femmes. Mais être apothicaire, c'est exactement ce qu'elle aurait choisi pour sa vie. C'est pas qu'elle avait le contrôle direct sur sa vie jusqu'ici, mais elle a au moins un contrôle indirect sur la vie qu'elle mène maintenant. Et déjà ça, c'est plus que ce que la plupart des autres femmes peuvent dire. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste enfermée par ces mêmes barrières sociales, mentalement, plus que toutes les autres femmes de la série. Comme j'ai dit, contrairement aux autres, elle espère même pas l'amour. Elle le dit jamais directement, mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'elle se voit même pas comme assez attirante pour que quelqu'un la regarde de cette façon. Elle se traite jamais de moche, mais elle compare souvent son physique à celui des autres femmes, en mal. On parle d'une personne qui rend volontairement son visage moins joli, dans une société qui dit aux femmes que leur apparence détermine leur valeur. Elle dit que c'est pour sa sécurité, mais je pense que c'est bien plus que ça. Et c'est aussi pour la même raison qu'elle expérimente sur elle-même. Tout ça vient du fait qu'elle croit juste pas à l'amour. 人はきっと私を産んだ女の体内に置いてきてしまった。 Enfant, elle a été maltraitée physiquement et mentalement par sa mère, qui pensait que c'était à cause d'elle qu'elle avait perdu son statut de courtisane de haut rang. Elle a jamais vu cette femme comme sa mère, comme cette femme l'a jamais vue comme sa fille. Sans compter que son père a jamais été dans sa vie. Du coup, elle a jamais vraiment su ce qu'est l'amour. Et ça lui donne une vision très négative de sa vie. Elle se conforme à cette idée qu'elle est inférieure plus que n'importe qui, au point d'avoir aucune attente sur ce que sa vie peut lui apporter. Dans le premier épisode, après qu'elle se fasse kidnapper, sa première pensée c'est genre « bah ouais, c'est la vie ». Comme si elle acceptait juste que ces trucs arrivent aux gens comme elle et elle s'y attend à ce que ça lui arrive parce que pour elle, la triste réalité, c'est que personne peut rien y faire. Elle voit pas la valeur de sa propre vie, mais pas d'une façon vraiment sombre. Rappelle-toi, elle a déjà dit qu'elle se suiciderait jamais. Elle a juste aucun espoir, elle en a jamais eu. Les femmes de cette série sont enfermées par la société, mais elle est aussi enfermée par elle-même. Et c'est ce qui m'a le plus surpris chez elle. Mais c'est aussi ce qui m'a fait réaliser que cette série est vraiment adorable. Ce que j'adore en les regardant ensemble, c'est qu'il y a plein de niveaux dans leur relation. C'est trop mignon comme ils se taquinent, genre elle balance d'autres femmes vers lui pour qu'il la lâche, et lui, il utilise son obsession pour la pousser à faire ce qu'il veut, mais pas pour abuser. Bon, il essaie, mais l'histoire utilise pas ces moments comme du fanservice cheap qui casse l'ambiance. Ça reste plutôt innocent entre eux, et j'adore ça parce que leur relation paraît beaucoup plus naturelle. C'est aussi drôle à quel point il est jaloux quand elle traîne avec d'autres mecs, genre après qu'il la rachète et qu'elles doivent s'habiller joliment, quand ils reviennent au palais, elle sort du carrosse et il fait... 何やってんだこの quand elle parle à l'officier militaire pour comprendre ce qui a causé les explosions dans les entrepôts. Et lui, il est en fond à les fixer. Il est aussi curieux qu'elle, mais super territorial. C'est tellement con parce que tout le monde voit clairement à quel point ils sont proches. En plus, il a un rang supérieur à tout le monde dans le palais, donc il a rien à craindre. Mais même comme ça, il est... 何やってんだこの Et si un jour elle finissait par se tuer accidentellement, en testant un poison ou en s'expérimentant sur elle-même, elle, ça lui irait totalement. Parce qu'au moins, elle serait partie à sa façon. Mais si ça arrivait... Elle agit comme une gamine et a zéro respect pour sa vie. Et pendant ce temps, lui, il essaye de toutes ses forces de l'empêcher de mourir. Ce qui me fait vraiment marrer, c'est sa façon de bouder. Je sais pas pourquoi, mais quand les persos font ça, ça me tue. Et c'est pareil quand elle fait des trucs débiles et s'emballe avec ses expériences. Lui, il dit jamais rien directement. Il fait juste ses têtes et dégage plein d'énergie négative. Je pense que beaucoup vont retenir la scène du jardin comme un moment clé de leur relation. Mais moi, je pense que la scène où il la rachète, c'est le vrai premier moment où il réalise qu'il l'aime. Parce que juste avant, il était dans une situation impossible où il devait choisir entre la virer ou cacher des infos pour qu'elle continue à bosser au palais. La virer, c'est ce qu'il était censé faire. Mais en la virant, elle serait plus au palais. Il pourrait peut-être plus jamais la revoir. Et ça voudrait aussi dire qu'il lui confirmerait exactement ce qu'elle pensait déjà d'elle-même. Mais d'un autre côté, cacher les infos pour qu'elle reste, ça pourrait être l'exact opposé de ce qu'elle veut. Elle a été kidnappée chez elle et forcée d'être servante. Comment elle se sentirait si elle apprenait que c'est lui qui l'a forcée à rester dans un endroit qu'elle déteste? Quel que soit son choix, ça serait toujours le mauvais parce qu'il sait qu'elle suivrait n'importe quel ordre qu'il lui donne. Ce qui le ramène exactement à la même situation que j'ai mentionnée avant. Il est littéralement dans la même situation. Il l'a jamais voulu, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Et cette situation, c'était juste une coïncidence. Mais malgré tout ça, il doit faire ce qu'il a à faire. Il a pas le choix. Il doit la vivre.
virer. Et il se sent horrible, ça le ronge de l'intérieur. Il vient grosso modo de lui dire qu'au final, elle était jetable, qu'elle a toujours été juste un outil. Mais en vrai, c'était pas le cas. Et là, il réalise qu'au fond, elle voulait vraiment continuer à bosser au palais. À ce moment précis, il comprend qu'il va devoir lui prouver concrètement à quel point elle compte pour lui. C'est exactement pour ça qu'il demande tout de suite à la racheter. Mais ça va demander bien plus qu'un simple rachat, parce que la racheter en vrai, ça la remettrait juste dans la même situation qu'avant. Ça lui montrerait enfin qu'il tient à elle, mais ça montre pas que sa vie a de la valeur, ce qui nous amène à cette scène-là. Lui, il était en plein rituel de purification. Il devait se nettoyer de tout ce qui pouvait être considéré comme impur. Elle, par contre, déjà, en tant que femme, elle avait pas le droit d'être là. Deuxième chose, elle était blessée et saignée. Et en plus, elle était que servante. Elle a compris que quelqu'un avait sûrement trafiqué les outils du rituel, et si la cérémonie continuait, quelqu'un d'important pouvait se blesser, ou pire. Mais interrompre un truc aussi important, c'était 100% la peine de mort. Elle sait tout ça, et elle le fait quand même. Le voir la porter dans un moment aussi crucial, avec son visage gonflé et sa jambe meurtrie, ça confirme à quel point elle compte vraiment pour lui. Et là, il le dit pas qu'à elle, mais aussi à son père et à tout le monde, que sa vie vaut autant que celle de n'importe qui. Et c'est trop classe. Les derniers épisodes installent un personnage vraiment louche. Un mec qui arrive même à mettre l'eunuque sur les nerfs. C'était un chef militaire, donc utiliser les gens comme des pions, c'était naturel pour lui. Il se servait des autres juste pour s'amuser, et il voyait littéralement les gens comme des pièces d'échecs. Il connaissait la vraie identité de l'eunuque, et il voulait la lui voler. Ce mec, il venait souvent au bordel où elle a grandi, et à chaque fois, elle devait se cacher dans l'annexe juste pour pas le croiser. Plus tard, dans l'épisode 18, l'eunuque lui dit que ce mec veut lui parler. Sans mentir, la première fois que j'ai vu ce moment, c'est allé tellement vite que j'ai quasi loupé. Mais j'ai relu le manga, et il illustre beaucoup mieux le poids du désespoir dans ce moment. Je trouve que l'animé montre pas à quel point juste entendre le nom de ce mec affecte la jeune fille. Pas mal de gens ont été marqués par ce moment, mais je pense pas que sa tête dans l'animé montre exactement ce qu'elle ressentait. Genre, là on dirait juste qu'elle est super énervée, alors que dans le manga, elle entend le nom, elle tressaille, et c'est genre... C'est comme si un interrupteur s'était déclenché dans sa tête. Elle est passée d'elle-même à une tueuse glaciale en moins d'une seconde. Et regarde l'eunuque, à ce moment précis, il sent direct toute l'énergie négative qu'elle dégage, et ça le terrifie. Alors que dans l'animé, il y a cette pause un peu gênante où la caméra dézoome juste avant. Et là, tu vois la cour entière où ils sont, et ça aussi, ça enlève des émotions à la scène. Alors que dans le manga, tout du long, on a l'impression qu'ils sont tous les deux dans un espace confiné. Regarde à quel point ils ont l'air proches, alors que dans l'animé, lui est en haut des escaliers, elle est en bas, et on voit une distance claire entre eux. Ça a l'air vraiment suffocant. Comme si elle avait aspiré tout l'air de la pièce. Et c'est pareil juste après son départ. L'eunuque est laissé seul dans cet espace confiné, avec les murs qui ont l'air de se refermer sur lui, et le chapitre se termine direct, et tu restes avec ce sentiment qui traîne jusqu'au chapitre suivant. Alors que dans l'animé, l'épisode continue encore quelques minutes après ça, comme si ce moment était pas si important qu'il en avait l'air. Et puis la révélation, c'est que ce mec, c'est pas du tout cette personne horrible, le genre de personne qu'elle avait peur de croiser dans le quartier des plaisirs. Ça a changé toute ma perspective sur lui en un seul épisode. Parce que pendant des années, tout ce que ce mec a essayé de faire, tout ce qu'il a voulu, c'est juste d'avoir une relation avec elle. C'était à la fois beau et tragique, et tellement bien écrit parce que les seuls visages qu'il avait vus de toute sa vie, c'était celui de la femme dont il était tombé amoureux et celui de la fille qu'il a jamais pu connaître. En plus, quand il retrouve enfin la mère, il la voit toujours de la même façon que la première fois qu'ils se sont rencontrés. C'est comme s'il pouvait enfin libérer toutes les émotions accumulées pendant des années à penser que le pire lui était arrivé, et même un temps à sa fille. Ce moment était vraiment touchant. Mais ce dont j'ai pas vu beaucoup de gens parler, c'est la réaction de la grande sœur. La première fois que j'ai vu la série, j'ai pas trop fait gaffe. C'est en lisant le manga que j'ai réalisé qu'il y avait bien plus dans cette scène que l'animé montrait pas. Ce mec venait au bordel autant qu'il pouvait depuis qu'il avait su qu'elle était sa fille, mais pendant tout ce temps, elle refusait de le voir. Et les autres avaient cette même idée négative de lui à cause de ce qui s'était passé. La seule personne qui le voyait, c'était la grande sœur, et à ce moment de l'histoire, la jeune fille a environ 17 ans, je crois. Et la première fois qu'il l'a vue, j'imagine qu'elle avait entre 3 et 5 ans. Donc on parle de plus d'une décennie où tout ce qu'il pouvait faire, c'était aller au bordel
elle parler à la grande sœur. Pendant ce temps, il a exprimé ses sentiments et lui a probablement dit ce qui s'était vraiment passé. Et pendant ce temps, elle a sûrement développé des sentiments pour lui après avoir passé tant de temps à écouter ses histoires. Il y a aussi des scènes où on suggère que la grande sœur voulait prendre sa retraite et se poser. Et puis t'as cette case où elle dit « Si t'avais été honnête sur tes sentiments dès le début, Tout ça aurait pu être fini avant que j'aie le temps de me faire de l'espoir. Mais ils ont coupé cette ligne dans l'animé. Bon, peut-être que des gens l'ont pas capté, ou qu'ils trouvaient que ça enlevait du moment. Mais cette phrase, ça liait tout ensemble tellement bien, ça rendait ce moment encore plus dingue qu'il l'était déjà. Il y avait tellement d'émotions accumulées dans cette seule scène, venant de tant de persos différents, et tout est sorti d'un coup, c'était tellement satisfaisant. Elle voulait clairement qu'il la rachète, mais au fond, elle sentait que c'était mal d'être rachetée par pitié, parce qu'il l'aimait pas vraiment, ou en tout cas, pas de la même façon qu'il aimait la mère de la jeune fille. Bon, c'est peut-être moi qui chipote, mais si t'as pas lu le manga, lis-le et revois cette scène et dis-moi si t'as ressenti pareil. Cette série m'a fait rire, elle m'a fait pleurer. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'emmène dans un roller coaster émotionnel pareil, mais j'ai kiffé chaque étape. Et si elle a réussi tout ça en une seule saison, j'ai hâte de voir ce qui arrive dans la prochaine.